J'ouvre tout de suite notre second thème. Il est consacré aux nouvelles menaces venues d'Iran et de son programme nucléaire le 28 février dernier. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, décelait des taux de particules d'uranium enrichis 18 fois supérieurs à la limite autorisée. Pourquoi est-ce inquiétant? Première réponse, premiers éléments avec Marion Delpech. Faut-il craindre la menace iranienne? La récente détection par l'Agence internationale de l'énergie atomique de particules d'uranium enrichies à 84%, se rapprochant des 90 à valeur militaire dans l'usine souterraine de Fordo, inquiète. D'autant plus depuis les désengagements progressifs de Téhéran vis-à-vis de ses obligations initiales par rapport à l'accord nucléaire de 2015 dont se sont retirés les États-Unis. Il n'y aura pas de retour en arrière, c'est tout le problème. C'est ce qui suscite les plus grandes inquiétudes et ce qui fait qu'effectivement, tous les paramètres d'un nouvel accord sont très complexes à mettre en place. D'abord parce qu'il y a une forme d'obstruction de la part de Téhéran au dernier moment et ensuite parce qu'on est sur une ligne de crête et qu'il y a pour ce qui est d'Israël, c'est inconcevable d'accepter qu'effectivement il y ait le passage de cette ligne rouge. Présentée comme accidentelle par le régime iranien, l'importante augmentation des stocks d'uranium enrichi soulève les suspicions de l'AIEA. L'agence onusienne entend statuer sur la question après avoir obtenu des engagements de principe de l'Iran pour relancer la surveillance de ses activités. C'était la première fois que je pouvais avoir une conversation sérieuse avec le président iranien sur ces questions. Cela a une énorme importance. Ce ne sont pas des promesses, nous avons certains accords qui sont concrets et en même temps je dois faire mon travail et je n'abandonne jamais. Compte tenu du contexte ukrainien et de la proximité de l'Iran avec la Russie, beaucoup se questionnent. Ce statu quo est-il tenable? On voit bien que Téhéran ne veut pas se fermer complètement la porte, justement, il ne veut pas être ostracisé. Et c'est probablement ce qui est à l'origine de la stratégie de Téhéran vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, puisqu'il y a eu la finalisation d'un accord, et ça a été fait sous l'égide de la Chine. Et là, de la part de Téhéran, il y a une stratégie effectivement habile pour essayer justement de renouer avec des pays qui ne sont pas dans l'orbite, dans ce club des pays parias. Cette éventuelle relance des négociations sur l'accord conclu en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances pourrait limiter les activités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée des sanctions internationales contre le pays. On vous explique tout sur le nucléaire iranien avec Agnès Levallois. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Clément Terme, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, chercheur associé à l'Institut international d'études iraniennes, enseignant à l'université Paul Valéry de Montpellier. Je cite cet ouvrage que vous avez dirigé, L'Iran et ses rivaux, aux éditions Passé Composé. Thierry Coville, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Iran, auteur de ce livre L'Iran, une puissance en mouvement, qui est lui publié aux éditions Erol. Et Mathilde Sirot, évidemment, est restée à mes côtés. On va revoir les chiffres qui ont été donnés dans le sujet de Marion. Donc on est le 28 février et l'AIEA communique sur ces particules d'uranium enrichies, 83,7% découvertes en Iran. Il faut un uranium enrichi à 90% pour produire une bombe atomique. J'avoue que je ne connaissais pas tout ça, je l'ai découvert en préparant l'émission. Agnès Levallois, est-ce que ce taux, c'est pas une colle, mais est-ce que c'est la première fois qu'il est atteint en Iran? Pourquoi est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette information donnée par l'AIEA? Il faut s'inquiéter parce qu'on approche effectivement des 90% qui permet de fabriquer une bombe atomique. Donc c'est un chiffre de 87,3 qui évidemment inquiète en se demandant si l'Iran est vraiment arrivé à ce stade, puisqu'il y a eu des éléments développés par les Iraniens pour dire que ils n'avaient pas forcément atteint cela, mais qu'il y avait peut-être des traces qui avaient conduit à dire que ce chiffre était un chiffre mis en avant par l'AIEA. Ce qui est important, je pense quand même dans ce cadre, c'est que l'AIEA soit à nouveau venue à Téhéran, que les Iraniens aient accepté à nouveau que des inspections aient lieu. Et donc ça, c'est un point positif qui montre que les Iraniens, me semble-t-il, en tous les cas, sont toujours dans cette logique d'aller assez loin, mais de s'arrêter avant le dernier moment, et qui est un moyen aussi de négocier et de montrer qu'ils veulent gérer le temps et que c'est eux qui veulent gérer cette négociation sans se faire tout imposer de l'extérieur. Donc ils sont vraiment sur la corde raide
à chaque fois, hein, c'est-à-dire qu'ils font très peur, donc il y a une mobilisation autour de ces chiffres que l'on voit qui sont annoncés, mais qui est un moyen après pour l'Iran de dire, de se montrer quand même responsable en disant, mais on accepte à nouveau les inspections, donc de faire retomber la pression à partir de ce moment-là. Ouais, donc 83,7, il y a encore un peu de marge, si j'ose dire, avant les 90%. Clément Terme, depuis quand l'Iran a... D'ailleurs, est-ce qu'il faut employer le terme de relancer son programme nucléaire? Est-ce qu'il était vraiment arrêté? Oui, il a été arrêté entre 1979 et le milieu des années 80, parce que contrairement à ce qu'on pense, le régime actuel ne fait pas du nucléaire une priorité depuis le début. C'est un projet qui date de la période Pahlavi, donc la période précédente. C'est un projet qui a été construit dès les années 1950 sous l'égide des Américains. Donc après plusieurs décennies d'efforts, il n'est pas surprenant que les capacités techniques du pays soient avancées dans ce domaine, puisqu'il a bénéficié, dans les années 70 notamment, du soutien des Occidentaux qui ne voyaient pas du tout à l'époque une menace nucléaire iranienne. C'était pas le même régime, évidemment. Voilà, le nouveau régime a décidé de dénoncer tous les accords parce qu'il considérait que c'était un acte d'impérialisme, des traités inégaux. Et ce n'est finalement qu'au milieu des années 80, pendant la guerre Iran-Irak, que le programme a été relancé de manière clandestine. Donc c'est pour ça qu'il y a un doute sur la finalité. À la fois le contexte de la guerre et le fait que l'Iran était victime à l'époque des armes chimiques. Et donc aujourd'hui, il y a une sorte de chantage nucléaire. Finalement, la République islamique essaye de focaliser l'attention sur les questions nucléaires pour ne pas aborder les autres domaines, c'est-à-dire les manifestations en Iran, la politique régionale du pays, les programmes balistiques et de drones. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la dissuasion iranienne n'est pas nucléaire. Il n'y a pas de système d'armes nucléaires qui existe en Iran. C'est une dissuasion militaire conventionnelle. Et on le voit, on l'a vu en 2019 avec des tirs de drones et de missiles sur les installations pétrolières saoudiennes qui ont enlevé en 17 minutes 5% de la production mondiale de pétrole. Et on le voit également dans le soutien à la Russie avec les livraisons de drones et peut-être demain de missiles qui pourraient toucher l'Ukraine. Et on y reviendra évidemment sur ce soutien militaire de l'Iran à la Russie. Il est très important pour comprendre la situation. Thierry Coville, si on continue de faire un peu d'histoire, quelle est la part de responsabilité des États-Unis et peut-être même de Donald Trump, pour être précis, dans la situation actuelle? Je pense qu'elle est énorme. Donc il faut, juste pour compléter ce qu'a dit Clément, c'est l'accord sur le nucléaire est donc signé en 2015 entre l'Iran et les 5+1, les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Allemagne, là, qui permet donc, alors le deal est assez simple, c'est l'Iran donne des garanties que son programme nucléaire sera restauré civil, et notamment ce que vous disiez, le taux d'enrichissement de l'uranium reste à 3,7%, qui est un niveau civil, en échange d'une levée des sanctions bilatérales et multilatérales. Et donc cet accord, et ça il faut le rappeler, parce que quand on dit ça, souvent les gens disent oui, mais vous, vous êtes pro-Iran. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Il y a eu, je crois que quand Donald Trump prend sa décision en mai 2018 de sortir de l'accord, il y a 10 ou 11 rapports de l'AIEA qui étaient chargés de contrôler que cet accord est appliqué, qui montraient que l'Iran respectait parfaitement cet accord. Donc c'est pas l'Iran qui prend la décision de sortir de l'accord, que les choses soient très factuelles. C'est vraiment les États-Unis et Donald Trump. Les États-Unis et Donald Trump, pour des raisons sans doute de politique intérieure, ça dépasse mes compétences. Et donc, mais Donald Trump ne se rend pas compte qu'il met en place une sorte de mécanique. Tous les mois, honnêtement... pas besoin d'être un grand expert de l'Iran. Je me rappelle dans la conférence de presse, quand il a annoncé ça, il y a un journaliste qui lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe si l'Iran, justement, une question assez logique, sort des limites de l'accord ?» Il dit « Ah, il ne faut pas qu'il fasse ça. » Bon, alors je me disais « Ok », donc il n'y avait pas à être surpris. Donc aussi, il faut rappeler aussi l'histoire quand même. Pendant un an, c'était les modérés à l'époque en place en Iran, ils voulaient rester dans l'accord. Alors leur économie a commencé à être détruite à cause du retour des sanctions américaines, et ils ont quand même demandé aux Européens, nous, on veut rester dans l'accord. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes prêts à lutter contre les sanctions américaines? Donc, je pense qu'il y a... Et l'Europe a manqué de courage à ce moment-là? C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je pense qu'il y a une double responsabilité. La responsabilité première de Donald Trump qui sort de l'accord et qui donne la main libre. Au bout d'un moment, l'Iran se dit c'est quoi cet accord, quoi? Donc, on en sort progressivement, effectivement, depuis la mi-2019. Ils le détricotent et aujourd'hui, ils sont à donc, près de 84% de taux d'enrichissement d'uranium. Et l'Europe, quand même, je pense qu'il faut le dire, qui a dit qu'elle était juridiquement pour l'accord, mais qui n'a rien fait pour que l'Iran reste dans cet accord. Alors, on va continuer de dérouler la chronologie. Donc, à la suite de la communication de l'Agence internationale de l'énergie atomique, évidemment, il y a eu une prise de position officielle de la part de l'État iranien via le chef du département de l'énergie atomique, qui s'appelle Mohamed Eslami. Voilà ce qu'il nous dit. C'est un échantillon prélevé à côté d'une valve. C'est une particule qu'on ne peut même pas voir au microscope. Ce qui compte, c'est le produit qui est stocké après la production. Les inspecteurs ont regardé le niveau d'enrichissement du matériel traité et ont trouvé qu'il n'était pas du tout supérieur à 60%. Alors, vous nous avez dit, Clément Terme, que ce n'était pas une priorité du régime, mais est-ce qu'on peut croire un représentant de l'État iranien sur un dossier aussi sensible?
Alors, ce n'est pas une priorité du régime jusqu'en 2005, donc jusqu'à l'administration Ahmadinejad. Donc, entre 2005 et 2013, on rentre dans une période où le nucléaire devient un moyen de relégitimation du régime et devient une question de propagande très importante, avec une comparaison historique qui est faite de manière totalement erronée, mais pour manipuler, si vous voulez, les sentiments nationalistes de la population avec la période Mossadegh et la nationalisation du pétrole. Donc il y a une quête du nucléaire qui devient une cause que la République islamique veut nationale pour relégitimer le régime. Et donc aujourd'hui, le régime utilise cette question nucléaire pour jouer dans la cour des grandes puissances, finalement, pour parler d'égal à égal avec les États-Unis, avec la France, parce que le régime est conscient qu'il y a une sorte d'obsession nucléaire occidentale, et donc ça permet, comme je vous l'ai dit, d'éviter de traiter des autres sujets. Mais est-ce que, je repose la question, est-ce qu'on peut croire un officiel sur un dossier comme celui-là? Dans tous les cas, on est dans une guerre de l'information. Ce que je veux vous dire, c'est que le fait que ça soit un élément central de la propagande du régime répond de manière indirecte à votre question. Je vous dis qu'en fait, tout simplement, le régime utilise le nucléaire pour se positionner sur la scène internationale, avec une sorte de victimisation à l'extérieur et une surenchère sur la puissance du pays à l'intérieur, donc un double discours. Un discours à destination de l'extérieur en disant aux non-alignés, regardez, les Occidentaux, les pays qui détiennent des armes nucléaires n'insistent pas sur la question du désarmement parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Ils préfèrent traiter de la question de la prolifération nucléaire. Donc c'est un jeu du régime sur la scène internationale, des pays africains, des pays asiatiques. Donc c'est un discours qui peut avoir une certaine portée sur la scène internationale. Donc le régime joue cette carte-là dans un moment où il est très déstabilisé à l'intérieur, affaibli, contesté. Et donc c'est un moyen, si vous voulez, de réaffirmer une politique étrangère qui peut permettre au régime d'éviter les questions comme celle de la contestation interne, par exemple. C'est une arme politique, finalement. Oui, et puis une arme diplomatique, c'est-à-dire pour avoir aussi une influence auprès de pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Venezuela, Cuba aussi, la Syrie. Ça fonctionne auprès de pays qui ne peuvent pas contribuer au développement économique du pays. Donc en même temps, ça a un effet négatif parce que la population iranienne ne se soucie pas de cette question nucléaire. C'est une question qui centralise l'attention en Occident, mais à l'intérieur du pays, il y a une fatigue, si vous voulez, par rapport à la propagande du régime. Et donc il y a même une décrédibilisation de cette stratégie de focalisation sur le nucléaire au détriment du développement économique du pays. Agnès Levallois, quelle est la marge de manœuvre d'un organisme comme l'AIEA dans un pays comme l'Iran? C'est-à-dire quelle capacité d'enquête ont-ils vraiment? L'AIEA a quand même des capacités d'enquête. D'ailleurs, on l'a vu lorsque l'accord a été signé en 2015, c'est ce que rappelait Thierry Coville tout à l'heure. C'est-à-dire que les inspecteurs de l'AIEA pouvaient regarder. Il y a des caméras qui fonctionnent. Alors, il y a toujours une petite marge, évidemment, qui permet de s'en écarter. Mais le fait que l'AIEA soit sur place, puisse mener des enquêtes, même si on peut avoir quelques réserves sur l'accès à l'ensemble des installations, puisqu'on sait qu'il y a certaines installations qui sont quand même souterraines, cachées, qu'il y a des doutes sur certains sites, mais ça permet quand même d'avoir une idée assez précise, je ne dirais pas à 100% parce que je pense que ce serait très compliqué, mais ça permet quand même de savoir où on en est et de pouvoir justement alerter quand il faut alerter, ou au contraire, comme ça avait été le cas après 2015, de montrer que l'Iran était dans une dynamique à ce moment-là positive, dans le sens où le pays respectait les engagements qui avaient été pris, et on sait depuis qu'effectivement l'Iran ne s'est plus senti tenu par cet accord, puisque le principal signataire s'en est retiré, et à partir de là, évidemment, la porte a été ouverte pour faire ce que l'Iran souhaitait faire, et qui est vraiment, je crois, dans le cas de ce nucléaire iranien, vraiment une arme entre les mains de ce régime, et qu'il utilise au mieux, effectivement, des peurs que suscite cette question. Et là, j'ai le sentiment que de ce point de vue-là, ce régime joue, entre guillemets, évidemment, très bien avec cette carte. Et avec nos peurs occidentales, bien sûr. Bien évidemment. Évidemment. Alors, je continue de dérouler le calendrier. On est 5 jours, je crois, après avoir communiqué les chiffres inquiétants. Le directeur général de l'AIEA, on l'a vu rapidement dans le sujet de Marion Delpech, il se rend à Téhéran et il en revient un peu rassuré. On va l'écouter. Je crois qu'une amélioration, une nette amélioration, du moins en ce qui concerne mon dialogue avec le gouvernement iranien, a été enregistrée. Je pense que j'ai été entendu et j'espère que nous verrons bientôt des résultats. Nous verrons bien. Au cours des derniers mois, la surveillance de l'enrichissement du nucléaire iranien a été réduite. Ces systèmes de vérification étaient liés à des caméras qui n'étaient pas en service. Nous avons donc trouvé un accord pour que ces caméras
et les systèmes de surveillance soient de nouveau opérationnels. Thierry Coyle, on est vraiment dans la démonstration qu'on était en train de faire. C'est-à-dire que le régime iranien qui manie le chaud et le froid dans un dossier comme celui-là. Oui, alors il faut bien effectivement, c'est toujours difficile de déterminer quelle est la stratégie. Il y a aussi un problème de manque de transparence dans la politique. On peut quand même penser qu'ils ne sont pas complètement sortis de l'accord. Moi, je veux dire, à mon avis, beaucoup de choses, ça tourne autour de l'accord de 2015. Ils ne sont pas encore sortis officiellement. Il n'est pas mort officiellement. Et je pense que le problème pour, on va dire, les Occidentaux, c'est qu'on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils utilisent... Alors, il y a une déclaration d'un ancien ministre des Affaires étrangères iranien il y a quelque temps qui a dit « on est tout à fait capable de fabriquer une bombe atomique ». Donc, c'est exactement ce que disait Agnès, c'est qu'à mon avis, ils envoient des signaux, notamment aux Occidentaux, aux Américains, en disant « dépêchez-vous de revenir dans l'accord, parce que regardez, on continue, on va fabriquer une bombe atomique ». Et les 83,7%, pardon de vous interrompre, ça pourrait rentrer dans... Écoutez, moi, vraiment, je suis incapable de vous dire. J'ai écouté un expert là, sur BBC Persan, lui disait que c'est pas un hasard. Donc ça peut... Alors, avec tous les guillemets, mais ça peut être un nouveau signe de dire, regardez, on progresse. Et je pense que là, actuellement... Revenez vite dans l'accord, parce qu'on progresse. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que c'est exactement ça. Alors la difficulté, c'est qu'il y a aussi des gens en Iran, alors c'est pas une majorité, mais une minorité, on évoque la possibilité de sortir du TNP à force d'être aussi près, ce qu'on appelle du seuil, quoi, d'avoir une aussi importante maîtrise technologique. On peut aussi se dire qu'il y a un moment, en Occident, on pense qu'ils veulent gagner du temps. C'est toute la difficulté de déchiffrer. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'il y a une décision quand même, après tout ce qui s'est passé effectivement en Iran, la répression, la mauvaise image de l'Iran, le sentiment économiquement, ça ne peut pas continuer comme ça. Ils ont besoin d'un retour des États-Unis dans l'accord. Ils sont en train de donner pas mal de signaux qu'on est prêt à négocier. Et là, je pense que là, c'est très clair. On savait que les États-Unis ne pouvaient pas négocier pour revenir tant qu'il y avait un problème avec l'AIEA. Donc là, il y a un nouveau signal qui est envoyé. Agnès Levallois, peut-être d'un mot, est-ce qu'il y a... Parce que nous, on a, surtout moi, le béotien, une image un peu monolithique du régime iranien, mais est-ce qu'il y a des lignes de fracture, des courants qui s'opposent, par exemple, sur cette question du nucléaire? Oui, on sait qu'il y a eu, alors par le passé et encore aujourd'hui, des tensions au sein du régime. Tout le monde n'a pas la même stratégie vis-à-vis de cette question du nucléaire. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de savoir exactement comment ça se passe au sein du régime, puisque, comme ça a déjà été rappelé, le régime est confronté quand même à une contestation importante et donc une situation intérieure extrêmement difficile, avec un régime incarné par le président actuel qui est vraiment un dur des durs et qui veut absolument rien lâcher, avec d'autres au sein du régime qui seraient d'accord pour ouvrir un tout petit peu le jeu, pour même mettre en place éventuellement quelques réformes pour calmer cette contestation qui les met en difficulté. Et donc on voit bien que sur cette question aussi du nucléaire, ces tensions que l'on peut percevoir, même si c'est un régime quand même très opaque, mais sûrement Thierry et Clément auront plus d'éléments sur ces rapports de force au sein du régime, mais c'est très compliqué. Mais on voit bien qu'en tous les cas, c'est une question qui suscite des discussions en interne, particulièrement face à la contestation et à la réaction du régime vis-à-vis de cette contestation. Alors, on reviendra évidemment à la situation en Iran, mais là, on dézoome un peu pour parler du traité de non-prolifération nucléaire grâce à Tam Tranui, qui est juste derrière le rideau de Sens Public dans les coulisses. Rebonsoir Tam, bienvenue à vous. L'Iran, on l'a dit, comme de nombreux autres pays, a signé ce traité. Il dit quoi ? Ce traité, eh bien, c'est la pierre angulaire de notre système de non-prolifération. Il fête cette année ses 55 ans. Il a été adopté par un très grand nombre d'États, 191 depuis 2020, et il repose sur 3 piliers. La non-prolifération des armes nucléaires, la plus large diffusion de l'énergie nucléaire civile et le désarmement nucléaire. Dans le détail, il distingue les 5 puissances officielles de l'arme atomique, les États-Unis, l'URSS, puisque ça date de 1968, le Royaume-Uni, la Chine et la France, qui avaient déjà effectué un essai nucléaire avant 1967 et qui s'engagent avec ce traité au désarmement et à ne pas transférer d'armes nucléaires à d'autres puissances. Et puis d'autre part, eh bien, vous avez les États non dotés de l'arme nucléaire, tous les autres pays signataires qui s'engagent à renoncer à l'arme nucléaire. Enfin, eh bien, toutes les parties s'engagent à faciliter les échanges de technologies nucléaires à des fins pacifiques. Ce traité a-t-il été efficace? Est-ce qu'il a permis d'éviter la propagation de l'arme nucléaire? Eh bien, ce traité n'a pas empêché certains pays d'acquérir la bombe atomique. L'Inde, le Pakistan, Israël, qui ne sont d'ailleurs pas partis au traité de non-prolifération. La Corée du Nord aussi s'est retirée officiellement du traité de non-prolifération en 2003 et s'est dotée de l'arme nucléaire. Bref,
Le monde n'est pas plus sûr. Et d'ailleurs, en août dernier, lors de l'ouverture de la conférence des pays signataires de ce traité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un avertissement alarmant. Écoutez. Les nuages qui se sont dissipés après la fin de la guerre froide s'amoncellent à nouveau. Nous avons été extraordinairement chanceux jusqu'à présent, mais la chance n'est pas une stratégie ni un bouclier pour empêcher les tensions géopolitiques de dégénérer en conflit nucléaire. Aujourd'hui, l'humanité n'est qu'à un malentendu, à une erreur de jugement de l'anéantissement nucléaire. Dans son discours, Antonio Guterres a fait référence aux affrontements en Ukraine, aux crises au Moyen-Orient ou encore aux conflits dans la péninsule coréenne. Il a donné un chiffre aussi. Près de 13 000 armes nucléaires sont détenues dans les arsenaux du monde entier. Et il l'a dit, il y a urgence à adapter le traité au monde inquiétant qui nous entoure. Alors, est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises lors de cette conférence du mois d'août ? Eh bien non, la conférence est soldée par un échec. Au bout de 4 semaines de négociations, la Russie a empêché l'adoption d'une déclaration commune, mais les 5 États dotés de l'arme nucléaire dans leur ensemble ne sont pas exemplaires. Écoutez Béatrice Fine, directrice exécutive de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. En ce moment, bien sûr, nous constatons un immense défi avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous avons vu des menaces directes d'utiliser des armes nucléaires. Mais nous voyons aussi la Chine et la Russie augmenter leurs arsenaux nucléaires. Le Royaume-Uni renforcer son arsenal nucléaire et les États-Unis et la France contribuer à cette nouvelle course à l'armement nucléaire. On voit bien que nous allons dans la mauvaise direction concernant les armes nucléaires. Notez que cet échec n'était pas une première, c'est le 2e échec consécutif de cette conférence, puisque la précédente, en 2015, n'avait pas plus abouti. Merci beaucoup, Tam Tranui, pour toutes ces explications. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Clément Terme, le fait que l'Iran, finalement, par ce discours, cette façon d'utiliser le chaud et le froid sur le dossier nucléaire, il draine d'autres pays derrière lui. Une démonstration avec un témoignage, une réaction, celle de Daniel Ortega, le président du Nicaragua. Il recevait le chef de la diplomatie iranienne. Écoutez ce qu'il dit. Par quelle autorité les puissances occidentales veulent-elles interdire à l'Iran, s'il le veut, de fabriquer, de construire des bombes atomiques ? Par quelle autorité veulent-ils retirer les bombes atomiques à la République populaire démocratique de Corée ? Par quelle autorité ? Pour les écraser ? Alors c'est quoi ? C'est un nouvel axe alors on va simplifier. Je vais simplifier dans ma question et je m'en excuse. Entre les régimes autoritaires d'un côté, on peut y placer Daniel Ortega, je crois, et les démocraties occidentales de l'autre. Pas du tout. L'Autriche est aussi opposée et favorable au désarmement nucléaire. Et donc non, il y a les non-alignés, effectivement, Cuba. Des pays qui portent ce message, le Venezuela. Mais je pense que non, le jeu iranien consiste surtout à évoquer le double standard. C'est-à-dire dans les déclarations à cette conférence à laquelle j'ai participé, le discours iranien est toujours de ne jamais parler du nucléaire iranien et de toujours parler du nucléaire israélien. Même si ça a été précisé, Israël n'est pas parti au traité. Donc c'est à la fois un jeu, comme je vous l'ai dit, de victimisation à l'extérieur, pour une sorte de tiers-mondisme nucléaire, en fait, pour séduire les pays non alignés, et un défi aux États occidentaux, aux grandes puissances. Mais le problème de ce discours iranien, c'est quand on va traiter des grandes puissances non occidentales, dotées d'armes nucléaires, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Et là, on voit la contradiction dans ce discours iranien, parce que la République islamique ne critique jamais le fait que la Russie ou la Chine est ce qu'on pourrait appeler une sorte de réelle politique islamiste, en fait. Donc parce que la République islamique est devenue dépendante de ces grands pays, donc la Russie et la Chine aujourd'hui, alors que le Shah d'Iran, lui, était plutôt dépendant des États-Unis. Donc on est dans ce schéma, finalement, où il y a une propagande qui est relayée là en présence du ministre iranien. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître, comme l'a souligné Thierry, que le retrait de l'accord par Donald Trump a provoqué un débat en Iran. C'est-à-dire qu'avant, il était interdit d'évoquer la possibilité de construire des systèmes d'armes nucléaires. Et aujourd'hui, il y a un débat ouvert. Et la situation en Ukraine aussi, la guerre d'Ukraine, a créé ce débat avec des groupes maintenant qui, à l'intérieur des élites politiques iraniennes, défendent une approche militarisée du nucléaire. Donc,
Ça ne veut pas dire qu'il y a un changement de politique global, mais que désormais le débat est possible et s'exprime dans l'espace public. On a eu un ancien ministre des Renseignements qui a évoqué la possibilité de militariser le programme nucléaire. Avant, c'était interdit en raison d'une fatwa de l'ayatollah Khamenei, même si c'est une fatwa qui est réversible évidemment, mais ça a créé un tabou. Et donc, on n'évoquait jamais cette question, même sous Ahmadinejad. Donc ça, c'est nouveau. Ouais. Sur le Thierry Coville, je lisais en préparant l'émission une déclaration de l'ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes, Pierre Lellouche. Il dit « Cet hiver 2023 restera comme le point de départ d'une course planétaire au réarmement nucléaire ». Est-ce que vous êtes aussi, j'aime pas jouer avec les peurs, mais alarmiste que ça ? Alors, moi, je peux vous répondre que sur l'Iran, d'accord, parce que c'est déjà assez compliqué l'Iran, les autres pays. Alors, je poserai la question à Alice Valois. Non, mais c'est vrai que l'Iran est important. Aussi, il faut reconnaître qu'il y a vraiment une question de lutte contre. Vous disiez que le TNP pas vraiment respecté, mais enfin. Il vaut mieux ça déjà, parce que c'est la grande non-prolifération. Traité de non-prolifération, pardon. La grande peur quand même, c'est que à cause de Trump, l'Iran n'a jamais été aussi près effectivement, du seuil qui permettrait de construire, enfin, de seuil d'uranium enrichi qui permettrait de construire une bombe nucléaire, n'a jamais été aussi près. Ils ont une maîtrise technologique énorme maintenant, parce que ça fait des années qu'ils font tourner centrifugeuses, etc. La grande peur quand même, c'est que s'ils vont effectivement vers la bombe nucléaire, qu'est-ce qui va se passer dans la région ? L'Arabie Saoudite est quand même en train de négocier avec les États-Unis pour développer un programme nucléaire. Il y a la Turquie. Donc, je veux dire, c'est la porte ouverte à une sorte de course dans la région. Donc vous finissez à répondre à ma question. Non, mais je pense quand même, contrairement à un certain nombre, je pense que l'accord n'est pas mort. Alors, on a beaucoup entendu ces derniers mois, c'est à qui dirait que l'accord est mort. Je pense qu'il faut rester prudent et je pense que la clé pour répondre du côté de l'Iran, c'est vraiment est-ce que cet accord de 2015, est-ce que les États-Unis vont revenir de cet accord ? Là, on aura la réponse. Agnès Levalois. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est très important, c'est que qui, entre autres, a vraiment poussé Trump à sortir de cet accord sur le nucléaire ? Ce sont les pétromonarchies du Golfe et en particulier l'Arabie Saoudite. Qui a signé un accord avec l'Iran il y a quelques jours. Justement, c'est pour ça que je voulais en venir à ce point, parce que c'est intéressant. C'est-à-dire que pour l'Arabie Saoudite, c'était vraiment un danger. L'Iran représente un danger. L'Arabie Saoudite se sent éminemment fragile et fragilisé d'autant plus que l'Iran a des armes comme des missiles et des drones qui peuvent atteindre ses installations pétrolières avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et donc l'Arabie voulait absolument empêcher l'Iran d'acquérir le nucléaire et donc a poussé Trump à sortir cet accord, alors que c'est exactement l'inverse qu'il aurait fallu faire, puisqu'on s'aperçoit qu'effectivement, tant que l'Iran était dans l'accord, il y avait quand même beaucoup plus de sécurité que sortie. Et l'Arabie Saoudite est en train aussi d'analyser cette situation, se rendant compte que le fait que l'Iran soit sorti de l'accord représente une menace encore plus grande pour les Saoudiens, puisqu'effectivement l'Iran est en train d'approcher du seuil. Et du coup, que fait l'Arabie Saoudite ? L'Arabie Saoudite se rapproche de l'Iran, parce que pour l'Arabie Saoudite, il est inenvisageable que l'Iran ait la bombe ou atteigne ce seuil sans qu'elle puisse ensuite l'avoir, puisque c'est une question aussi de rapport de force géopolitique, que ce sont les deux puissances régionales qui s'affrontent et qu'il n'est pas possible dans ce contexte-là qu'une des deux puissances, l'Iran, dispose de cette arme au détriment de l'Arabie Saoudite qui estime qu'elle doit être la deuxième force à égalité avec l'Iran dans le Golfe. Est-ce que l'alternance aux États-Unis, l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, vous rend optimiste justement sur un retour de l'accord nucléaire avec l'Iran ? Enfin, comment ça se passe ? On a bien vu, dès que Biden est arrivé au pouvoir, il a relancé les négociations avec son envoyé spécial qui était en charge justement de cette négociation, avec l'idée pour Biden, il avait la conviction qu'il fallait absolument que les États-Unis re-signent un accord pour justement plus de sécurité dans le Golfe. Ça, c'était un élément tout à fait déterminant. Après, la question qui se pose avec cet accord sur le nucléaire, c'est un autre point qui n'avait pas été abordé dans l'accord de 2015, qui est la question de l'influence régionale et des missiles balistiques. Et ça, les pays du Golfe et les Européens voulaient absolument inclure ces deux sujets dans cet accord, alors que les Iraniens disaient, écoutez, nous, on revient dans l'accord tel qu'il a été signé et on met ça de côté. Et là-dessus, il y a eu la guerre en Ukraine, enfin l'invasion russe de l'Ukraine, et qui a
vraiment fait capoter cet accord que tout le monde disait, on était pratiquement sur le point de le signer. Parce que l'Iran est peut-être le principal soutien militaire de la Russie aujourd'hui. Et donc, forcément, pour les États-Unis, rediscuter avec l'Iran, ça semble politiquement plus compliqué. Bon, je simplifie, mais c'est un peu l'idée. Je voudrais vous entendre quand même, Clément Terme, sur ce qui a été signé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Je crois que c'était vendredi dernier. Ça peut surprendre, effectivement. Qu'est-ce qui a été signé? C'est quoi cet accord? C'est pas une surprise. Ça fait plusieurs années, ça fait plus de 2 ans qu'il y a des négociations. Il y avait des discussions, donc il y avait cette idée que, comme l'a expliqué Agnès, l'échec de la politique de pression maximale a conduit, si vous voulez, à des tirs de missiles et de drones et des attaques sur des tankers dans le détroit d'Ormuz. Il faut rappeler que 20% du trafic mondial de pétrole circule dans le détroit d'Ormuz et 30% du trafic maritime. La Chine importe 40% de son pétrole du Moyen-Orient. Donc en toute logique, il y a un intérêt à une désescalade militaire depuis 2019. Donc c'est une dynamique qui précède, si vous voulez, l'administration Biden. Alors l'administration Biden n'a jamais pu vraiment travailler sérieusement. Pardon, je vous interromps. C'est quoi cet accord, en fait, entre l'Iran et l'Arabie? Alors cet accord, c'est simplement un accord de non-interférence dans les affaires internes de chaque État. Alors toute la question va être de l'interprétation. Est-ce qu'il s'agit de l'arrêt de l'interférence de l'Iran au Yémen, ou est-ce que ça inclut aussi l'Irak, le Liban, la Syrie? Parce qu'il y a des réseaux d'influence de l'Iran dans toute la région. Donc c'est quand même un accord qui est à tester, si vous voulez. C'est un accord qui doit être mis en œuvre maintenant. Donc on a déjà vu avec l'accord sur le nucléaire les difficultés des compromis diplomatiques et les interprétations divergentes. Donc je dirais qu'actuellement, si vous voulez, la politique américaine dans la région a produit aussi cet accord sous l'égide de la Chine, en raison de la continuité de la politique chinoise, des intérêts économiques. Donc c'est la Chine qui faisait l'intermédiaire entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Oui, parce que la Chine a un commerce très significatif avec l'Arabie Saoudite, 85 milliards de dollars, 15 milliards avec l'Iran. Donc c'est un peu comme la politique des 2 piliers de l'administration Nixon dans les années 70. C'était le Shah d'Iran à l'époque et l'Arabie Saoudite. Mais à l'époque, c'était le Shah d'Iran qui était le plus important. Aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. L'Iran est très affaibli. Donc l'Arabie Saoudite a choisi de signer cet accord à un moment où l'Iran est acculé. L'Iran est en grande difficulté interne. Et donc, il y a cette idée du risque d'une attaque à l'extérieur, comme en 2019, pour réprimer à l'intérieur. Je voudrais continuer sur cet accord avec vous, Agnès Levallois, parce que c'est quand même un camouflet pour Israël. Bien sûr. Parce qu'Israël négociait, essayait d'intégrer l'Arabie Saoudite à un accord précédent. On va essayer d'être le plus simple possible. Mais qu'est-ce que ça peut provoquer comme réaction d'Israël? Tiens, ça va plutôt être ça, ma question. Le plus simple possible pour essayer de comprendre ça, c'est qu'Israël s'est lancé dans une stratégie de normalisation avec des pays de la région, donc a signé des accords avec les Émirats arabes unis, avec Bahreïn, avec le Maroc et le Soudan, et voudrait entraîner l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, c'est plus compliqué pour l'Arabie Saoudite, parce que d'abord, le roi Salman, n'a aucune envie et considère quand même que la cause palestinienne est une cause qu'il a défendue toute sa vie. Son fils, prince héritier, est beaucoup moins tenu par cet accord, mais pour l'instant ne va pas aller contre la volonté de son père, ce qui n'empêche qu'il y a des relations quand même très, très, très suivies entre les Saoudiens et les Israéliens. Mais le Netanyahou, donc le premier ministre israélien, espérait vraiment obtenir de l'Arabie la signature d'un accord avec l'État d'Israël, contre l'Iran, évidemment. Et donc le fait aujourd'hui que l'Arabie signe cet accord avec l'Iran, donc c'est la reprise de relations diplomatiques qui avait été rompue il y a quelques années, évidemment ça met en difficulté la position israélienne, puisque cette idée ou ce rêve de la part des Israéliens de pouvoir avoir un front uni de toutes les pétromonarchies du Golfe, avec quand même la plus importante qui est l'Arabie Saoudite, pour l'instant est mis quand même de côté. À l'heure où on entend quand même beaucoup de bruit de bottes côté israélien, qui est les Israéliens qui disent, à travers leur centre de recherche et un certain nombre de déclarations, qu'ils seraient prêts, alors à prendre évidemment beaucoup de précautions, mais à mener des opérations contre des sites iraniens pour ne pas laisser justement l'Iran aller à ce fameux seuil dont on a parlé tout à l'heure. Donc on est dans une configuration aujourd'hui dans la région où Israël fait ses déclarations, l'Arabie Saoudite contre toute attente, même si le processus était lancé, parce que les premières négociations ont eu lieu à Bagdad il y a 2 ans entre les Iraniens et les Saoudiens. Donc on savait que ce processus était en cours et que pour le prince héritier, c'était extrêmement important de lancer cette négociation parce qu'il n'est pas bête, il a compris que si vous voulez une certaine stabilité dans le Golfe, une certaine sécurité, ça passe par une négociation avec l'Iran parce que les Américains ne sont plus prêts à faire tout et n'importe quoi pour les protéger. Et la France dans tout ça, on va terminer avec cette question. Mathilde
Mathilde, je me tourne vers vous. Le nucléaire, c'est un peu, vous dites, l'éléphant dans la pièce entre Paris et Téhéran. Pourquoi ? On a vu l'activisme d'Emmanuel Macron sur ce mouvement qui est à l'œuvre en Iran, sur la révolution des Iraniennes, notamment contre le régime des mollahs. Emmanuel Macron a été le premier dirigeant occidental à soutenir cette révolte. C'était en novembre. Il avait reçu des militantes justement à l'Élysée. C'était donc un geste assez fort, symbolique, au nom de l'universalisme, de la défense des libertés, qui a suscité beaucoup d'espoir du côté du peuple iranien, qui a permis aussi de faire en quelque sorte oublier la poignée de main avec Raïssi à l'ONU. Le président français avait aussi appelé à une action forte de la communauté internationale. Et depuis cela, il est quelque peu resté au milieu du gué, et certains soupçonnent même du côté de Bruxelles notamment que la France fasse partie des pays qui freinent le processus qui est lancé au niveau de l'Union européenne d'intégrer les gardiens de la révolution, donc cette armée en quelque sorte de la République islamique qui est impliquée dans la répression de la population, à la liste européenne des entités terroristes. Paris, en fait, ne veut pas prendre le risque de la rupture totale, pour l'instant, avec le régime de peur, en fait, d'une prolifération nucléaire et de potentielles représailles également. Qu'est-ce qu'on peut dire des relations entre le régime iranien et la France ? Elles sont tendues, particulièrement tendues ? Elles sont tendues, elles se sont en fait plutôt dégradées ces derniers mois. On se souvient des drapeaux français qui ont été brûlés devant l'ambassade de France à Téhéran. C'était au début du mois de janvier. Les menaces contre Charlie Hebdo à la suite des caricatures. Pour ne pas s'en prendre ouvertement aux États-Unis, l'Iran semble vouloir plutôt cibler la France. On rappelle d'ailleurs qu'il y a des ressortissants français qui sont toujours emprisonnés par le régime. On reproche à la France d'avoir en quelque sorte laissé tomber l'Iran après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire. Pourtant, Emmanuel Macron a dénoncé récemment la fuite en avant des Iraniens sur le nucléaire. Donc on voit bien que cette relation et cette rupture, on s'y approche. Mais le risque pour la France, mais pas que la France, pour plus largement les Européens, ce serait d'isoler définitivement l'Iran, puisque cela revient à renforcer un axe qui se constitue avec la Chine et la Russie. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, Thierry Coville, ce que pèse la France en Iran. La question elle est beaucoup trop large, mais est-ce qu'il y a une possibilité que la France joue un rôle? Je reste sur ce dossier du nucléaire iranien. Il faut voir qui dirige l'Iran aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, donc depuis 2018, on peut dire que c'est vraiment comme... Alors Agnès a parlé des durs, donc c'est les plus radicaux des radicaux qui dirigent l'Iran. Ouais. Et c'est vrai qu'eux, ils ont tendance à croire qu'il y a un camp occidental et autant il y avait un certain prestige de la France avant. Moi, quand j'y étais il y a quelques années, la France, c'est un pays indépendant des États-Unis. Pour les durs en Iran, et justement, c'est ça le drame aussi de l'accord. Ouais. Ils ont la preuve qu'on s'est rangé du côté américain, on n'a pas osé affronter les Américains. Il n'y a pas eu de réaction européenne. Il n'y a pas eu de réaction européenne. Et malheureusement, pour les durs, ils ne voient pas la différence. Donc, pour confirmer ce que vous venez de dire, ils ne voient pas du tout la différence entre les Européens et les Américains. Au mieux, on est au service des États-Unis. Ils emploient même des expressions beaucoup plus dures par rapport à notre égard. Donc là, vraiment, je pense qu'on a loupé quelque chose. Là. Ouais. Mais est-ce qu'effectivement, c'est plus facile, ce que disait Mathilde, d'attaquer la France plutôt que d'attaquer frontalement les États-Unis aussi? Non. Pas forcément. Enfin, attaquer les États-Unis, c'est l'ADN. Non, mais alors je veux dire, oui, vous avez raison, effectivement. Oui. Attaquer. Non, mais c'est. Et il y a quand même des. En Syrie, regardez ce qui s'est passé quand Soleimani, le général iranien, a été assassiné début 2020. Donc. Les deux pays, l'Iran et les États-Unis, c'est vrai, je vous reconnais, ils veulent pas la guerre directe avec les États-Unis, mais il y a un affrontement indirect. Non, moi je pense que la clé, de nouveau, je pense qu'on l'a assez dit ce soir, c'est on peut pas tout régler avec l'Iran. Et je pense que la clé, je pense que c'est ça qui rend prudent les diplomaties, notamment françaises, même en dépit de toutes les tensions, c'est les négociations sur le nucléaire. Tant qu'on pourra pas dire que l'accord n'existe plus, bon, on peut pas tout régler avec l'Iran. Et moi je pense que le début, soyons prudents, du possible diminution des tensions avec l'Iran, ça passe par cet accord. Donc les diplomaties françaises regardent toujours cet accord et essayent de ne pas trop brusquer l'Iran de ce point de vue-là. Allez-y. La question des otages est quand même une question essentielle dans la relation entre la France et l'Iran, puisqu'on a quand même plusieurs otages et que ça gêne aussi et ça bloque un peu la stratégie de la France, parce que comment négocier ou comment trouver des ponts avec cette
pression qui est représentée par la présence de 7 ou 8 otages dans les prisons iraniennes. Alors le débat est quasiment terminé, mais il est sur le nucléaire iranien, mais je voudrais quand même vous poser une question sur le mouvement, parce qu'on n'en parle plus du tout. Il y a toujours des manifestations dans certaines villes du pays. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Pour les célébrations du Nouvel An iranien, il y a des manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays. Donc c'est pour ça que la France ne peut pas en fait se focaliser que sur le nucléaire iranien, parce qu'il y a un conflit idéologique. C'est évident. Entre une théocratie obscurantiste et un pays comme la France qui prétend défendre des valeurs. Donc je pense que le président français s'est rendu compte très rapidement, après la rencontre avec Raïssi, comme vous l'avez souligné, de la nécessité d'une correction de cette politique seulement focalisée sur le nucléaire. Et avec l'implication iranienne en Russie dans la guerre contre l'Ukraine, il est très peu probable que la France puisse résister à la pression allemande, parce que c'est l'Allemagne qui mène la politique européenne sur la question iranienne aujourd'hui. Merci beaucoup, merci de vous être adapté à la fin de l'émission. Désolé, je vais rappeler le titre de vos livres. Alors Clément Terme, je commence avec vous. L'Iran et ses rivaux, c'est aux éditions Passé Composé, et Thierry Coville, L'Iran, une puissance en mouvement, aux éditions Erol. Merci encore d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Je vous dis à lundi, évidemment, puisqu'on est jeudi soir, et votre prochain rendez-vous politique sur notre antenne, l'invité de la matinale, Stéphane Séjourné, député européen, secrétaire général de Renaissance. Il sera face à Oriane Mancini à 8h du matin. Belle soirée.